Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir. Donc, après présentation du premier cercle de Génération Frexit, je voulais aussi présenter notre premier invité, qui est Jean-Paul Alouche, qui est signataire, comme vous avez pu le voir sur le site de la pétition. Alors, Jean-Paul Alouche est mathématicien. Il est entré en 1972 à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, où il a obtenu en 1975 l'agrégation de mathématiques. Il a soutenu en 1978 une thèse de troisième cycle sous les directions d'Yves Meyer et en 1983 une thèse d'État sous les directions de Michel Mendès France. Promu directeur de recherche au CNRS en 1993, il a ensuite travaillé dans le laboratoire de mathématiques discrètes. J'avoue que je ne connaissais pas les mathématiques discrètes, mais de la faculté des sciences de l'UNI, dans le laboratoire de recherche en mathématiques à Orsay. Depuis 2010, il est membre de l'étude combinatoire et optimisation à Paris. Il a écrit, entre autres, Automatic Sequences avec Jeffrey Charlitt, portant sur les suites engendrées par des automates finis et leur rapport avec la théorie des nombres et la physique théorique. Alors, heureusement pour nous, pauvres mortels, je ne pense pas que ce soit exactement le thème de ce soir, de pouvoir nous apprendre ce que sont les mathématiques discrètes, la théorie des nombres et la physique théorique. Jean-Paul Alouche va nous parler de l'évolution de la recherche française, en gros depuis le début des années 80, en prenant justement l'exemple des mathématiques et de voir tout ce qui est en jeu, tout ce qui est à l'œuvre dans cette évolution. Et ça risque d'être intéressant. Donc, je passe la parole à Jean-Paul, et puis après son exposé, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Puisque vous avez parlé de mathématiques discrètes et qu'il n'est pas question que j'en parle, je vais en parler, mais ça va durer une phrase. La différence entre les mathématiques, disons, continues et les mathématiques discrètes, c'est celle qu'il y a entre tracer une ligne sans lever le crayon et tracer une ligne en pointillé. Voilà, on a démystifié ce que c'était que les mathématiques discrètes. Alors, comme l'a dit Philippe Comte, je suis dans le métier depuis la fin des années 70, depuis 1978 très précisément, et je vais parler de moi, enfin pas de moi, mais de mon expérience, de ma vision de ces 40 années passées dans différents emplois de l'enseignement supérieur. L'emploi principal ayant été au CNRS, dont je suis d'ailleurs maintenant membre émérite, c'est-à-dire retraité. Pour on dit émérite, ça fait plus chic, c'est un poil en plus, mais pas grand-chose. Alors, ce que je vais montrer, enfin ce que j'espère montrer, ou au moins décrire, c'est comment les choses ont évolué pendant ces 40 années. Et pour ça, je vais essayer de structurer en trois parties. D'une part, les statuts des enseignants-chercheurs ou des chercheurs. Ensuite, la question qui fâche l'argent, les crédits. Et enfin, la question de l'évaluation. Au passage, on aura sans doute des digressions sur les revues, qui sont l'un des outils les plus importants utilisés par les mathématiciens pour communiquer entre eux et avec le reste de la communauté mathématique. Alors, les statuts, jusque dans les années, on va dire 70, en fait, jusqu'au premier septennat de Mitterrand, il y avait, d'une part, côté université, 4 grades essentiellement, qui s'appelaient assistants par ordre d'ancienneté croissante ou de qualité croissante, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Donc, assistant, puis maître de conférence, puis professeur. Et il y avait 2 thèses à l'époque, une thèse de 3e cycle, qui se passait bac plus 7, c'est-à-dire 2 ans, ça durait pendant 2 ans après l'obtention de ce qui s'appelait le DEA, qui s'appelle maintenant le master, et une thèse d'État qui, elle, se passait, éventuellement d'ailleurs sans qu'il y ait de thèse de 3e cycle, pour les gens particulièrement brillants ou particulièrement rapides, avec un délai par rapport à la thèse de 3e cycle qui était assez variable. En mathématiques, 5 ans était considéré comme une bonne durée, suffisamment rapide et pas exagérément lente, alors que dans des disciplines littéraires, ça pouvait durer des dizaines d'années. Ensuite, pour passer d'assistant à maître assistant, ou bien pour devenir prof, il y avait quelque chose qui s'appelait des listes d'aptitudes, la LAFMA, la liste d'aptitudes aux fonctions de maître assistant, respectivement la liste d'aptitudes à l'enseignement supérieur. Ça pourrait n'avoir qu'une importance apparemment purement technique et sans vrai intérêt. Et pourtant si, parce que c'est
ces listes représentaient une espèce de pression sur les ministères en disant voilà, il y a tant de gens qui ont été déclarés qualifiés, compétents pour passer dans le grade supérieur, donc il faudrait créer un nombre de postes raisonnable en fonction de ce nombre de gens. Le statut des assistants, c'est-à-dire du premier grade, était différent dans les matières scientifiques et les matières littéraires. Dans les matières scientifiques, les gens étaient essentiellement titularisés au bout d'un an et ils devenaient donc fonctionnaires, alors que dans la matière littéraire, ils pouvaient rester dans ce qui s'appellerait maintenant une espèce de CDD. Et il y avait une grande dépendance dans les matières littéraires entre l'assistant et le professeur correspondant, qui était en général son directeur de thèse. Et donc l'assistant était peut-être pas une bonne à tout faire, mais enfin quelque chose qui n'existait pas en mathématiques. On a une bonne vision de ça, par exemple, un peu romancé, dans le bouquin de Robert Merle, qui s'appelle Derrière la vitre. On voit très bien ce mandarinat au pouvoir. Alors, 68 est censé avoir supprimé le mandarinat, mais comme vous savez bien, ce n'est pas du tout le cas. Alors, pendant ce temps, au CNRS, il y avait quatre grades identiques, rapidement, attaché de recherche, chargé de recherche, maître de recherche et directeur de recherche. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que, tant que je sache, légalement, il suffisait d'avoir une maîtrise, c'est-à-dire Bac+4, une maîtrise de l'époque, pour avoir un poste d'assistant. Et puis peu à peu, ça a dévié, il a fallu de plus en plus une thèse de troisième cycle. Non seulement une maîtrise suffisait, à peu près un an ou deux avant que j'arrive sur le marché, comme on dirait maintenant, j'ai un copain de classe qui a été recruté comme assistant quelque part à Tours, avec sa maîtrise. Bon, bien sûr, il a fait une thèse après, j'imagine, ou même j'en suis sûr. Mieux que ça, quelques années encore auparavant, les gens étaient recrutés dans les couloirs. J'ai des collègues plus anciens qui me disaient tiens, l'autre fois, je me promenais dans un couloir et il y a tel prof qui m'a dit au fait, ça t'intéresse un prof, un poste d'assistant parce que justement on a un poste. Donc le recrutement était relativement facile, ce qui ne veut pas dire que les gens étaient incompétents naturellement. Donc ça, c'est la situation pendant, enfin jusqu'aux années 60, fin des années 70, début des années 80. Arrive le premier septennat Mitterrand et un premier changement va avoir lieu, à savoir la suppression des deux niveaux de thèse. Sous le prétexte, ou pour la raison que les littéraires passaient trop de temps des vies entières à faire des thèses d'État, il a été décidé qu'il n'y aurait plus de thèse d'État. Et la thèse de troisième cycle et la thèse d'État ont été remplacées par une thèse unique, naturellement avec dans le rétroviseur un prétendu alignement sur des normes internationales, en particulier américaines, ou européennes, avec des guillemets européennes. En l'occurrence, une thèse qui durait maintenant 3 ans, qui s'est d'abord appelée la nouvelle thèse, un peu comme il y a eu les nouveaux francs, puis la thèse tout court. Et il y a eu une espèce de confusion non innocente, aussi bien de la part des dirigeants que de la part des gens qui passaient cette nouvelle thèse, qui fanfaronnaient, qui claironnaient, comme s'ils avaient une thèse d'État, alors que c'était bien sûr pas du tout le même niveau. Je me souviens, à titre personnel, j'étais une fois à une soirée organisée par une amie qui venait d'avoir sa nouvelle thèse, alors que je venais de passer ma thèse d'État, et elle a dit ah ben, Jean-Paul et moi, on a eu nos thèses en même temps. Naturellement, je n'ai pas relevé, mais c'est quand même assez désagréable. Alors, donc, la première partie, c'est en 83, je crois, on décide qu'il n'y aura plus qu'une seule thèse, qui s'appelle la nouvelle thèse, qui dure 3 ans au lieu de 2. Et dans la foulée, à peu près simultanément, les 4 grades que je vous ai dit, assistants, etc., sont remplacés par 2 grades qui sont maîtres de conférences et professeurs, avec à l'intérieur deuxième classe et première classe, peu importe. Enfin, il y a toujours 4 grades en réalité. Mais vous remarquez, la terminologie astucieusement a changé, c'est-à-dire que avant, le maître de conférence, c'était le 3e grade, c'était presque un prof, alors que maintenant, c'est le premier niveau de recrutement. Donc on a promu des gens, entre guillemets, sans rien changer ni à leur statut, ni à leur salaire, etc. C'est juste le titre, ce qui rendait les gens très contents et qui ne coûtait rien à ceux qui ont décidé cette chose-là. Alors, même chose au CNRS, où les 4 grades se sont transformés en un seul, qui était chargé de recherche puis directeur de recherche. Je Une vous chose coupe qu'a... brièvement, excuse-moi, Jean-Paul, je vous coupe brièvement. Bien sûr. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a à la fois d'évaluation de la thèse, que la thèse d'État est remplacée par une thèse qui dure moins longtemps en temps de recherche, et dans le même temps, il y a inflation des titres, c'est-à-dire que les assistants deviennent maîtres de conférence. C'est C'est ça. assez intéressant de voir ce croisement entre, d'un côté, on demande moins et on gonfle plus le titre. Alors, oui et non, parce que en réalité, c'est uniquement pour être maître de conférence au sens ancien de maître assistant, pour lequel il suffisait d'avoir une thèse de troisième cycle. Et la nouvelle thèse est censée être un an de plus que la thèse de troisième cycle. Donc on a fait une espèce de truc bâtard entre les deux. Donc c'est pas tout à fait avoir à la fois diminué l'exigence de la thèse et augmenter
enfin, comment dire, améliorer la terminologie. Hein, c'est pas tout à fait Oui. ça, puisque la nouvelle thèse était censée remplacer les deux thèses à la fois. Et c'est toute l'ambiguïté de la chose. D'accord, je vous laisse continuer, désolé. Bien sûr. On va y revenir d'ailleurs dans une seconde. Juste un mot sur, au même moment, à peu près, Mitterrand et sa bande, enfin le ministre de l'époque, de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, une petite digression. Parfois, l'enseignement supérieur, le CNRS, les chercheurs purs, enfin qui ne font pas d'enseignement à côté comme les enseignants-chercheurs, comme on dit, parfois ça fait partie du ministère de l'enseignement supérieur, parfois du ministère de l'Industrie. Il y a eu des va-et-vient. Donc, peu importe le ministère à l'époque chargé de cette question-là, a rendu les gens du CNRS fonctionnaires. En effet, jusqu'alors, ils avaient une espèce de, on va dire, de CDI, ce qui s'appellerait maintenant un CDI. Euh, il n'est pratiquement jamais arrivé que quelqu'un ne soit pas renouvelé, sauf s'il n'avait rien fait pendant 40 ans ou à peu près, j'exagère à peine. Et en mathématiques en particulier, comme les grades sont à peu près, hein, les 4 ou les 2 ensuite sont à peu près équivalents, les gens commençaient au CNRS et ensuite, à la fois pour gagner plus d'argent parce qu'on passait plus vite, on montait plus vite de grade du côté universitaire que du côté CNRS, que parce que, après tout, un CDI c'est bien gentil, mais voilà, ils partaient à l'université pour postuler sur des postes de prof. Donc Mitterrand a changé tout ça, et au passage, c'est important de dire, en particulier pour moi, si je peux parler de moi 2 secondes, il a augmenté le nombre de postes pendant un certain temps, en particulier l'année où je suis rentré au CNRS, en 83. Il y a eu, au lieu d'une dizaine ou une douzaine de postes en mathématiques comme d'habitude, il y en a eu 16 ou 17 et je suis rentré, sinon je ne serais pas rentré. Donc, bon, passer de 12 à 16, c'est pas non plus un progrès fantastique, mais c'est un progrès en ce qui me concerne moi. Au passage, Je crois que le ministre était Jean-Pierre Chevènement, d'ailleurs, à l'époque, c'est de mémoire. je pense que c'est exact, oui. J'en profite pour dire, n'hésitez pas à m'interrompre ou si besoin, naturellement. Euh, Quelques années après, alors je n'ai pas la date exacte sous les yeux, mais c'est avant la première cohabitation, donc avant 86, ils se sont aperçus qu'en fait, avoir supprimé le deuxième niveau de thèse était finalement contre-productif, puisqu'on ne savait plus très bien quelle était la différence entre comment recruter un professeur d'université. Et donc, on a instauré une nouvelle thèse, qui s'appelle en fait l'habilitation à diriger des recherches, la HDR, avec c'est l'abréviation habituelle, qui au fond ressemblait à une thèse d'État. Alors, suivant les disciplines, c'était soit une super thèse, comme avant, comme la thèse d'État, montrant la maturité, la maîtrise de quelqu'un qui était à la fois capable d'avoir une vision assez large de son domaine, et en même temps d'être capable de diriger des thésards. Hein, donc ça a changé de nom. Et la dernière mesure de Chirac, du premier gouvernement, enfin de la première cohabitation Chirac, ça a été la dernière mesure qui était un décret, j'imagine, et pas une loi, c'est à voir, de décréter l'équivalence absolue, complète, entre les anciennes thèses d'État qui avaient donc disparu et les HDR, les habilitations à diriger des recherches. Autrement dit, on est revenu essentiellement au statu quo ante, avec les mêmes, au fond, la même chose qu'avant. J'ai oublié de préciser que avant cette époque-là, avant le changement de dénomination, en gros, les 2 premiers grades sur les 4, hein, les 2 premiers grades, les gens l'université faisait des TD, des travaux dirigés, et les 2 autres enseignaient, faisaient des cours magistraux. À partir du moment où on a fusionné ces 4 groupes en 2, c'est ajouté quelque chose d'autre qui a été que tout le monde faisait à la fois des cours et des TD, suivant on va dire, les goûts ou les pressions ou comment dire, les arrangements locaux. Bon, après tout, pourquoi pas, il n'y a rien de ni de désagréable à faire des travaux dirigés, ni de particulièrement remarquable à faire des cours euh, magistraux. Bien. Nous en sommes là. Les postes commençaient peut-être aussi un peu, ils diminuaient pas vraiment à cette époque-là, autant que je me souvienne. Naturellement, les attaques contre le CNRS ont toujours existé pratiquement depuis sa création. Le CNRS, donc à nouveau, les gens font uniquement de la recherche. Ils peuvent faire des cours s'ils veulent, mais alors suivant les universités, c'est payé en plus, ou c'est pas payé, ou c'est considéré comme un hobby, enfin bref. Mais disons, il n'y a pas d'obligation statutaire d'enseigner. Et le nombre d'heures d'enseignement, ça c'est une chose importante, qui a été modifié, sauf erreur, à nouveau sous Mitterrand, l'un ou le début du deuxième, j'ai plus ça en tête, le nombre total d'heures que les gens passaient devant les étudiants. Traditionnellement, alors, il y a une équivalence entre cours et TD, je vous passe les détails, mais en gros, c'était 6 heures de cours magistraux par semaine,
avec le calcul de 25 semaines, qui correspondait à peu près à ce qui se passe vraiment entre les vacances, les partiels, les examens, sachant que, alors 6 fois 25, ça fait 150, vous allez me dire 150 heures par an, c'est ridicule, certes, mais ce n'est qu'un tiers du travail d'un enseignant-chercheur, qui est censé avoir une activité en 3 parties égales, une partie d'enseignement que je viens de décrire, sachant évidemment qu'une heure de cours demande au moins une heure de préparation, voire plus, et une deuxième partie qui était la recherche, bien sûr, et une troisième partie qui était des tâches administratives, tout ce qui est administration de la recherche, qui est toujours d'ailleurs fait par les enseignants-chercheurs ou par les chercheurs eux-mêmes, que ce soit organiser des séminaires, que ce soit, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer sur l'organisation de la recherche. Au passage, le personnel d'encadrement étaient assez nombreux, que ce soit des ingénieurs qui s'occupaient des ordinateurs qui commençaient à apparaître, un peu plus que commencer, que ce soit des secrétaires qui tapaient les articles, ma thèse de troisième cycle comme ma thèse d'état ont été tapées par une secrétaire, etc. Et ces choses ont commencé à diminuer, donc ça ne s'est pas encore vu immédiatement sur les postes d'enseignants ou d'enseignants-chercheurs, mais sur les métiers d'accompagnement, sous prétexte de rentabiliser, d'optimiser, de Dieu sait quoi. On a commencé par exemple à taper nos textes nous-mêmes. Alors, bon, il y a un traitement de texte fantastique dont vous avez probablement entendu parler qui s'appelle Tech ou LaTeX, qui permet de faire de taper des articles de maths avec une qualité absolument professionnelle, sans un investissement exagéré, mais enfin qui prend du temps, avec du temps qui est pris sur la recherche, sur l'enseignement ou sur Dieu sait quoi. Et les secrétaires se réjouissaient, et je leur disais à l'époque, vous vous réjouissez, mais sachez qu'on ne recrutera personne quand vous partirez. Donc ça veut dire que c'est une diminution globale du nombre de postes. Personne ne voyait ça, ne voyait de mal à ça. Idem pour les ingénieurs. Et finalement, il y en avait encore, bien sûr, mais il était de bon ton d'apprendre à bricoler soi-même ses stations de travail sous Unix, passer sous Linux ensuite. Voilà, donc ça, c'est les statuts, cette évolution lente des statuts qui, aujourd'hui, change beaucoup. Alors d'abord, une chose qu'il faut savoir, c'est que si on tient compte des gens qui font une thèse, qui après tout participent à l'effort de recherche, il y a à peu près, je pense, l'ordre de grandeur, je n'ai pas les chiffres exacts sous les yeux, je ne suis pas un homme de chiffres, il y a à peu près 50% des gens qui travaillent dans les universités qui ne sont pas fonctionnaires, qui ne sont pas titulaires. Bien sûr, on compte les doctorants. Et l'idée, c'est que l'idée actuelle, qui consiste à tout déréguler autant que possible, et de préférence en expliquant que de toute façon, les gens qui ne sont pas fonctionnaires travaillent moins bien, pardon, et les gens qui ne, je vais réussir à le dire, les gens qui sont fonctionnaires travaillent moins bien que les autres puisqu'ils ont la sécurité de l'emploi. C'est un petit peu cette idée complètement dépassée qu'un créateur, un genre les artistes ou les écrivains des siècles précédents, ne peuvent donner leur plein talent que s'ils sont dans une chambre de bonne au 10e étage, sans ascenseur, sans chauffage et avec de l'eau froide pour se doucher le matin. Et si possible en crachant ses poumons et en mourant à 30 ans de tuberculose. Donc c'est cette idée que il ne faut pas être fonctionnaire. Et donc, déjà, le CNRS était attaqué depuis le début, donc l'idée du CNRS remonte au Front populaire, il a été créé juste par le CNR, juste après la guerre, et depuis sa création, il est l'objet d'attaques, à la fois d'universitaires qui sont, pardonnez-moi le mot, souvent jaloux, bien qu'eux-mêmes aient pu commencer au CNRS, mais se sont précipités sur un poste de prof dès qu'ils ont pu pour gagner plus d'argent, et qui ensuite le regrettent. Bref, cette attaque contre le CNRS, ces attaques systématiques, on va y revenir dans un moment à propos de l'ANR. Alors, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que, comme vous avez vu, la LPPR, la LRU, la LPR, enfin bref, toutes ces lois dont la dernière a été finalement votée, ont pour objet, l'un de leurs objets, c'est de, au fond, diminuer, voire supprimer les postes de titulaires, les postes de fonctionnaires à l'université, pour les remplacer par des espèces de CDI ou de CDD, même, n'ayons pas peur des mots. Je viens de voir passer, d'ailleurs, hier ou avant-hier, une offre pour un emploi, il y a marqué maître de conférence, statut LRU ou était statut LPR. Je crois que c'était statut LRU. Et donc, sur une liste de diffusion, j'ai immédiatement un message qui n'a pas été diffusé. Je ne crois pas qu'il y ait eu de censure. Mais ce genre de poste de maître de conférence, ça veut dire que non seulement c'est un poste provisoire, je veux dire, c'est pas un poste de fonctionnaire, mais qu'en plus, il est provisoire. C'est un poste pour 1 an ou 2. Mais il s'appelle maître de conférence. Par ailleurs, en même temps qu'on essaye de rendre tous ces postes précaires, toujours avec cette idée que, voilà, on ne peut faire de la recherche que avant un certain âge et qu'en plus, il vaut mieux être précaire que vraiment avoir un vrai poste. Donc en plus, on invente, le gouvernement actuel, c'était déjà un peu dans l'air avant, mais voilà, on invente des espèces de postes spéciaux pour des, entre guillemets, stars. Donc des stars qu'on va espérer attirer en leur proposant beaucoup de sous et un contrat absolument spécifique et merveilleux.
L'idée est complètement ridicule parce que c'est pas parce que quelqu'un est une star d'abord qu'il sera efficace, parce que bon, si c'est une star, il va pas rester sur place et il n'aura pas forcément des contacts avec les gens locaux. D'autre part, on sait très bien que quand quelqu'un est une star, suivez mon regard, je ne vais pas dire de nom tout de suite, quand quelqu'un est une star dans ce domaine-là, il arrête évidemment de faire de la recherche et il passe son temps à faire la star. C'est pas une découverte. Voilà, donc c'en est fini pour le moment au moins pour la partie statut. Et donc je vais passer à la... Oui, tout à fait. C'est ça, tout à fait, ouais. C'est la personne, quelqu'un me dit c'est quelqu'un dont le nom commence par V. Tout à fait, c'est un très bon mathématicien, la question n'est pas là, mais enfin c'était un très bon mathématicien. La deuxième, la deuxième partie de ce que je vais raconter, c'est tout ce qui concerne l'argent. Alors l'argent, donc les crédits, ce qui va à l'université, il y a trois choses. Il y a les salaires, il y a l'équipement et il y a l'émission. Alors, le, les salaires d'abord. Une chose très, très intelligente, si j'ose dire, et très perverse, inventée par Mitterrand, enfin sous Mitterrand, c'était ce qui s'appelle le GVT, glissement vieillesse technicité, qui consistait à calculer pour la masse salariale l'augmentation de la masse salariale, non seulement l'augmentation due à l'augmentation des salaires, parce qu'on accorde des augmentations aux gens, mais aussi toutes les augmentations dues aux promotions. Autrement dit, si vous avez une promotion qui vous permet de gagner 10%, on considère que votre salaire a augmenté de 10%. Et donc, il n'y a aucune raison de vous augmenter en fonction de l'inflation. Donc, cette idée que l'augmentation des salaires, ou en tout cas la tentative de rattrapage des salaires par rapport à l'inflation, devait être non pas vraiment déconnectée de l'inflation, mais en tout cas devait comprendre vieillesse, technicité, donc les gens qui passaient des concours et qui avaient une promotion interne, qui avaient juste une promotion à l'ancienneté pour différentes raisons, eh bien, on considérait que c'était une augmentation. Donc ça, c'est un truc incroyable, qui fait que j'ai lu récemment qu'un chercheur débutant gagne 60% du prix moyen que un chercheur, c'est un chercheur du prix moyen. Alors, j'avoue que j'ai pas noté si c'était l'OCDE ou l'Union européenne, c'est probablement l'OCDE, j'imagine. Voilà. Alors ça, c'est donc sur les salaires, sans compter bien sûr ce que vous savez tous, à savoir que les salaires des fonctionnaires ont été bloqués, sont bloqués depuis, alors je sais plus, ça fait une dizaine d'années maintenant, je sais plus exactement, j'ai perdu le compte. Bien sûr, les fonctionnaires ne servent à rien, comme chacun sait, et de toute façon, ce n'est pas des bons créatifs, puisqu'ils ont la sécurité de l'emploi, comme nous savons bien aussi. Voilà pour les salaires. Cela dit, il faut bien savoir que, comme je le disais quand j'étais jeune, si j'avais voulu gagner plein d'argent, j'aurais arrêté mes études à 12 ans et j'aurais vendu des jeans sur les marchés, puis ouvert un magasin un peu plus tard, etc. Je veux dire, si on veut gagner de l'argent, on ne va pas à l'université ni au CNRS. Donc, je veux dire, les gens ne se plaignent pas, ils ont des salaires raisonnables, il n'y a pas à se plaindre, donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois la différence dans le temps et la différence dans l'espace. En Allemagne, quand vous avez un poste de prof, d'abord, il n'y en a qu'un dans une sous-discipline donnée des mathématiques par université, et vous êtes un notable, un prof à l'université. En France, un prof à l'université, allez, une anecdote, ça se passe à Bordeaux, il y a longtemps, dans les années, fin des années 70, un collègue informaticien me raconte qu'il était à une réunion sur Dieu sait quel sujet, où il y avait des informaticiens, des juristes, différents collègues de différentes disciplines. Et quelqu'un se tourne vers lui, un juriste, et lui dit quel est votre métier? Et lui, bien, je suis professeur informatique à l'université. Et l'autre éclate de rire, non, non, je vous demande votre métier. Bien. Alors, ensuite, l'équipement. Alors, l'équipement, de quoi ont besoin les mathématiciens? Évidemment, c'est différent dans des disciplines expérimentales comme la physique ou la biologie, enfin la physique appliquée ou la biologie, où les questions ne sont pas du tout les mêmes. Les mathématiciens ont besoin de pas grand-chose, ils ont besoin d'ordinateurs éventuellement, surtout pour taper leurs textes eux-mêmes, ils ont besoin de livres, et ils ont besoin surtout de revues. Alors, les revues, c'est un sujet qui mériterait à lui seul un exposé spécial, pas forcément extraordinairement passionnant, mais les prix des revues, alors il y a comme partout, bien sûr, comme dans tous les domaines, une concentration du monde éditorial, avec des grands éditeurs comme Elsevier ou Springer, qui ont peu à peu raflé toutes les revues, d'une part. D'autre part, le travail fourni par ces éditeurs a diminué de plus en plus, que maintenant les gens tapent leur texte eux-mêmes et on leur demande de donner un texte quasiment prêt à imprimer. Donc c'est voilà. Et par conséquent, le seul travail de revue maintenant, c'est de recueillir les articles, de recevoir les articles et de les envoyer à des referees, à des arbitres, qui vont décider, anonymement en mathématiques, qui vont décider si l'article est intéressant, s'il y a des choses à modifier, etc., avant que l'article soit accepté. Autrement dit, le travail de l'éditeur, c'est juste un travail de go-between, un travail de messager entre des universitaires et d'autres universitaires. Et au fond, les universitaires écrivent des articles,
gratuitement, enfin, ça fait partie de leur travail. Enfin, je veux dire, leur salaire comprend l'écriture éventuelle d'articles. Et d'autres universitaires, c'est aussi considéré comme leur travail, jugent ces articles. Et finalement, l'article est publié et les mêmes universitaires payent pour avoir accès à ces articles. Ensuite, euh, on va voir ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ce qui doit se passer à cause de cette question des revues. Alors, le troisième poste de dépense, si j'ose dire, c'est l'émission. Alors, l'émission, eh bien, on va à un congrès à droite, à gauche. Euh, Évidemment, on n'y va pas pour gigoter ou pour faire du tourisme, on y va pour présenter des exposés, pour écouter des exposés, etc. Et on m'a raconté, alors, ça c'est, on m'a raconté, donc je ne sais pas si c'est vrai, qu'avant que j'arrive, enfin les collègues que j'ai rencontrés à ce moment-là, avant que j'arrive dans le métier, donc pendant, disons, dans les décennies 70, euh, premièrement, les conférences étaient rétribuées. Vous allez me dire, bien sûr, Sarkozy gagne plein de sous. Oui, non, les conférences étaient rétribuées. Quand vous donniez une conf d'1 heure, vous étiez payé 1 heure ou peut-être 1 heure et demie d'équivalent d'heures de cours. D'accord. Maintenant, c'est gratuit. J'ai croisé l'autre jour mon ancien syndic qui me dit: alors, monsieur Alou, vous êtes à la retraite? Je lui dis: enfin, presque, je suis émérite. Ça veut dire, il me dit: oui, mais enfin, vous donnez des conférences. Ben, je dis: bien sûr. Il dit: donc, vous avez plein d'argent avec ça? Ben, je dis: bien sûr que non. Il n'y a que Sarkozy qui a plein d'argent à donner des conférences. Mais nous, non seulement nous y allons gratuitement, mais très souvent, j'en suis de ma poche parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer tous les détails, tous les frais, pardon. Et donc, les gens des années 70 me disaient: tu sais, on demande un voyage, un remboursement en première classe. On ne nous demande pas de justificatif, donc on achète notre billet de première classe. En revanche, on ne demande rien pour l'hôtel. On achète un billet de seconde classe, avec la différence, on se paye l'hôtel. Donc on ne coûte pas plus cher qu'un aller-retour en première classe. Ensuite, il a fallu donner des justificatifs. Donc les gens ont dit: ok, qu'est-ce qu'on fait? On voyage en première classe, et on prend un hôtel et on demande le remboursement, ou on baisse le truc, on prend un truc en deuxième classe, mais on demande quand même un hôtel. Que faire? Avec cette question derrière, qui n'est pas forcément innocente, bien que les mathématiciens soient assez modestes et plutôt un tempérament de scout, euh, on sait bien de voyager en seconde classe, c'est pas beaucoup plus c'est aussi confortable que la première classe. Seulement, vous êtes à côté de quelqu'un qui vous dit: ah oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je suis professeur à l'université. Ah oui, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je vais à un congrès, machin. Ah bon, et vous voyagez en seconde classe? Bon, j'ai déjà entendu ce genre de remarques. Alors, bon, on peut ensuite expliquer aux gens que c'est pas la peine de gaspiller l'argent de contribuable. Il y a cette espèce de chose qui est un peu bizarroïde. Naturellement, ensuite, non seulement il fallait donner des justificatifs, mais il y avait aussi des plafonds, hein. Une nuit d'hôtel, c'est remboursé tant. Quand c'est remboursé 100 euros, ben, trouver une chambre à Paris pour un provincial à 100 euros, c'est pas forcément évident. Pire que ça, non seulement c'est deuxième classe, mais c'est si possible des billets pas chers, donc ça veut dire des billets achetés à l'avance, pas échangeables, pas modifiables, mais c'est pas grave, c'est une mentalité de scout. Après tout, il faut aller à un congrès, on va rencontrer des gens, on va faire des belles mathématiques. Voilà, on va quand même pas se plaindre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, le, cet argent pour l'émission, d'ailleurs aussi l'argent pour l'équipement en général, il y avait un budget global qui arrivait dans un laboratoire et qui était ensuite divisé à peu près, de façon théorique, entre les différents membres du laboratoire en disant: bon, voilà, toi, tu as tant cette année pour voyager. Si tu dépenses un peu moins, tant mieux, ça en fera un peu plus pour d'autres, et puis tu te rattraperas l'an prochain. Si tu dépenses rien, ben encore tant mieux, et voilà. Et puis peu à peu, ça n'a plus été suivant le nombre de participants, le nombre de membres du laboratoire, mais suivant le nombre de membres publiants. Publiants, ça veut dire qu'ils ont publié tant d'articles dans les tant de dernières années. Ce qui est évidemment parfaitement ridicule, parce que c'est pas parce qu'on publie qu'on est actif, ni parce qu'on est actif qu'on publie. On en reparlera dans un instant. Un seul exemple, Weiss, dont vous avez entendu parler, qui a démontré un truc qui traînait depuis plusieurs siècles, une conjecture dont l'énoncé est évident, mais la démonstration a demandé une machinerie hallucinante. Il est resté 7 ans sans rien publier, parce qu'il était concentré sur son truc. Au bout de 7 ans, il a fait un truc qui va me dire, dont on se souviendra pendant au moins un siècle, contrairement aux articles ordinaires dont on se souvient à peu près pendant une semaine. Autrement dit, cette notion de publiant était encore une espèce au fond, d'humiliation inutile. Parce que de toute façon, ceux qui publiaient pas vraiment ou qui faisaient plus vraiment suffisamment de recherche ne demandaient pas à partir dans les congrès. Alors, au fur et à mesure, non seulement donc l'argent a diminué, il y avait de moins en moins d'argent, donc on se dit: ok, donc si je suis très économe, d'où la mentalité scout, si je suis très économe, je pourrais partir plusieurs fois à différents congrès intéressants. Et puis, le gouvernement, ce qui est tout à fait raisonnable, a inventé le fait de donner un peu plus d'argent sur des projets spécifiques. Après tout, pourquoi pas, si je veux faire progresser la cryptographie machin, ou hein, je décide. Alors, il y a eu plusieurs noms, il y a eu ATP, Action Thématique Programmée, il y a eu PRC, il y a eu etc. Mais c'était des sommes en plus. Et là est arrivé, alors ça remonte à avant Sarkozy, j'imagine, l'ANR,
l'Agence nationale pour la recherche. Donc l'ANR proposait des sommes énormes, mais avec une dépose de projets à l'avance et un choix parmi les projets qui faisait que seulement une petite proportion des projets était est retenue. Et les gens de ces projets ont des sommes très importantes, en particulier en mathématiques, des sommes qui sont sans commune mesure avec ce qu'on pouvait imaginer avant, mais qui permettent en particulier de payer des bourses pour les thésards, enfin des allocations de recherche pour les doctorants, etc. Mais le problème, c'est que d'une part, on passe un temps fou à écrire des projets. Alors, évidemment, en recherche fondamentale, c'est parfaitement ridicule de dire dans 2 ans, j'aurais démontré le théorème machin, et 1 an après, j'aurais démontré le corollaire truc. On ne sait évidemment pas où on va. Hein. Comme on dit, c'est pas en essayant d'améliorer la bougie qu'Edison a inventé l'ampoule électrique. Et ce financement sur projet, et la NR en particulier, sont devenus dominants, non seulement en faisant croire qu'il y avait beaucoup d'argent, mais aussi, cet argent, il venait d'où? En grande partie de la dotation globale habituelle qui diminuait jusqu'à devenir peau de chagrin. Je suis parti une année en Californie de ma poche, j'avais un congrès important, je suis parti de ma poche parce qu'il n'y avait pas de sous. Le vrai but de l'ANR, c'est pas celui-là. Le vrai but de l'ANR, c'est la suppression du CNRS. En effet, ANR, il suffit de rajouter un S comme scientifique, ça devenait l'Agence nationale de la recherche scientifique. On supprimait donc le CNRS. Ça voulait dire quoi, supprimer le CNRS? Ça veut dire essentiellement le transformer en agence de moyens. C'est-à-dire quelque chose qui donne de l'argent, mais qui n'a plus de chercheurs à temps plein embauchés par l'organisme. Alors tout le monde explique, enfin les gens anti-CNRS expliquent oui, mais enfin la France est le seul pays où ça existe. Réponse 1, c'est faux. On a des exemples d'équivalent du CNRS dans des tas de pays, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Espagne, y compris aux États-Unis où il y a un peu l'équivalent. Mais surtout, c'est pas parce que la France est le seul pays à avoir ça qu'il faut supprimer. Est-ce qu'on va détruire la Tour Eiffel parce qu'il n'y en a pas ailleurs? Et la troisième partie dont je voulais parler, et qui elle seule mériterait un exposé, mais je vois que mon temps s'écoule assez vite, c'est la question de l'évaluation. Alors, contrairement à ce qu'a fait croire Sarkozy, par exemple, euh, le, les mathématiciens, les universitaires en général, ont toujours été évalués. Ça dépend de ce qu'on appelle évaluer. C'est-à-dire que, à la fois pour avoir accès à un poste, pour être recruté, ou bien pour être promu, les gens sont évalués. Chaque fois qu'on envoie un article à une revue, cet article est évalué. Il peut être rejeté, il peut être, etc. Par conséquent, prétendre que les gens n'étaient pas évalués ou refusent d'être évalués, c'est évidemment un mensonge hallucinant. En revanche, ce qui est contesté par les universitaires, c'est comment on doit évaluer. Qu'est-ce que ça veut dire évaluer? Alors, évaluer, pour la plupart des gens, ça veut dire mesurer, ça veut dire classer. J'ai écrit un article il y a quelques années dans Le Monde qui s'appelle Connaître n'est pas mesurer, par allusion à la phrase attribuée à Brunswick, mais qui est en fait de Calvin, qui est connaître, c'est mesurer. Non, connaître n'est pas mesurer, ça n'a rien à voir. Et comme je dis dans l'article en question, mesurer la qualité, c'est évidemment un oxymore, ce n'est pas possible de mesurer la qualité, ça ne veut rien dire, c'est pas que c'est pas possible, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, mesurer la qualité? Et si vous tapez sur Google, avec des guillemets, mesurer la qualité, vous avez 100 millions de réponses. Ah, ils sont forts, les gens, ils arrivent à mesurer la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire, mesurer la qualité? Ça veut dire mettre en place un critère numérique, un critère métrique, et ensuite, évaluer les gens en fonction de ce critère. Mais, premièrement, comment ce critère est fixé? Pas forcément par des gens compétents, et même s'ils sont compétents, qui va évaluer les évaluateurs? Et si on évalue les évaluateurs, qui va évaluer ceux qui évaluent les évaluateurs, etc. Donc ça n'a pas de fin. Au début, on disait, OK, on est bien d'accord que si quelqu'un a 250 publications, il est forcément peut-être un peu meilleur que quelqu'un qui n'a qu'une publication. Voire, hein, je veux dire, le Wiles dont je parlais tout à l'heure, il est resté 7 ans sans rien publier, et il a publié un résultat absolument fantastique. Ensuite, on s'est dit, bah, d'accord, le nombre de publications, c'est peut-être pas suffisant. Il faudrait savoir combien de fois un article donné est cité. Et comme ça, on va évaluer non seulement les gens, si mon article est cité 10 fois, c'est sans doute qu'il est plus intéressant qu'un article qui a été cité seulement une demi-fois. Et en plus, ça permet, soi-disant, prétendent-ils, de mesurer la qualité d'une revue. En effet, on calcule la moyenne du nombre d'utilisations des articles dans la revue. Et évidemment, c'est parfaitement ridicule. Un exemple, imaginez un prix Nobel de médecine, de biologie, qui est raconté dans son jeune temps, qui écrit un article avec un truc grossièrement faux. Enfin, dont on a démontré après, dont on s'est aperçu après qu'il était faux. Eh bien, les gens sont trop contents de l'aligner et de dire, contrairement à ce que dit machin truc, machin, dans son article truc, ceci n'est pas vrai. Et par conséquent, ça comptera comme une citation. Et donc ça gonflera le nombre de citations de la personne en question, alors que c'est une citation négative, si ceci a un sens. Ce qui est intéressant,
c'est que ce système d'évaluation est poussé à l'extrême dans des pays. Alors, j'ai malheureusement pas de chiffres sous les yeux, juste des réflexions d'anciens doctorants à moi, dans un pays comme la Chine, où, au fond, le salaire va dépendre du nombre de publications. Et attention, du nombre de publications pour, euh, dans des revues qui vont bien, hein. Il y a une liste de bonnes revues, entre guillemets. Et mieux, le recrutement lui-même, enfin mieux, moins bien, je ne sais pas, le recrutement lui-même se fait de la même façon. Il y a un thésard qui m'a dit, bon ça va, j'ai 3 articles maintenant, donc on va me proposer un poste. Ça, c'est pas mal, mais plus personne n'imaginerait faire ça en France. Alors, sur cette question d'évaluation métrique, on sait bien que c'est contre-productif. Il y a un livre de vulgarisation qui remonte à quelques années de Maya Bovallé qui s'appelle Les stratégies absurdes. Elle explique que chaque fois qu'on met en place un critère de mesure, les gens ne vont plus travailler en fonction de leur travail, de ce qu'ils doivent faire, mais en fonction du critère. Et elle donne quelques exemples, je ne résiste pas à vous citer quelques extraits. Par exemple, dans une crèche, le directeur de la crèche s'aperçoit que les gens sont souvent en retard pour venir chercher leurs enfants. Donc il dit, OK, dorénavant, il y aura une amende. Tant, on paiera tant par minute de retard. Et à son grand étonnement, il voit les retards exploser. Forcément, les gens ont calculé que ça revenait moins cher de payer l'amende que de recruter une babysitter. Un deuxième exemple, ça se passe dans je sais pas, c'est une équipe de foot, et puis un type qui est très très bon, mais il fait souvent des passes aux adversaires plutôt qu'aux partenaires. Son entraîneur lui dit, OK, dorénavant, chaque fois que tu feras une passe à un adversaire, on t'enlève tant d'argent sur ton salaire. Eh bien, le type n'a plus jamais fait de passe aux adversaires, ni aux partenaires non plus. Le don du sang. Il y a des pays où on a décidé qu'on manque de sang, comme partout, et que pour convaincre les gens de donner leur sang, on allait donner une gratification, ça allait être payant. Et bien, aussitôt, le don de sang s'est effondré. Pourquoi? Bien, parce que les gens qui donnaient leur sang par générosité, par solidarité, pour des motifs nobles et élevés, se sont dit maintenant que c'est payant, ça ne nous intéresse plus, c'est devenu un truc commercial. Quant aux autres qui ne donnaient pas leur argent, ils disaient je vais quand même pas aller donner mon sang pour une somme si ridicule. Les informaticiens, on a décidé de mesurer, Dieu sait où, le travail d'un informaticien au nombre de lignes de code qu'il écrivait. Sauf que on n'a qu'à rajouter des lignes de code inutiles. Sauf qu'un informaticien qui rajoute des lignes de code inutiles, c'est quand même un informaticien, donc il va écrire des lignes qui ont une bonne syntaxe, qui ressemblent à des vrais programmes. Et une fois sur 1000, ces lignes vont être rappelées par un programme, ce que n'avait pas prévu celui qui a écrit le truc, et ça va donner des bugs totalement incompréhensibles. Le dernier exemple qu'elle donne, enfin elle ne le donne pas vraiment, elle dit proposez à votre moitié significative, comme diraient les Américains, à votre partenaire dans la vie, votre mari, femme, voilà, proposez-lui de lui donner 5 euros, même 10 euros par semaine où il ne vous trompera pas. Vous allez voir combien de temps il va tenir. Alors, cette multiplication, cette façon de mesurer le travail des gens en fonction de leur publication, ça a entraîné quoi? Une multiplication des articles. Suivant la règle de Maya Bovallé, enfin, c'est pas d'elle, mais stratégies absurdes, imaginez que je découvre un résultat qui soit intéressant. Qu'est-ce que je fais? Avant, je le publiais, ou même pas. J'attendais un peu de voir si je pouvais pas l'améliorer. Maintenant, non seulement je vais publier, les chercheurs vont les publier rapidement, mais encore, s'il y a un truc qui va très bien, il y a un article prêt. Pourquoi faire un article? On va le couper en deux. On va commencer par publier la première moitié sous forme d'introduction, de machin préliminaire, et puis la deuxième moitié. Ça fera 2 articles, voire 3. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? De la même façon, le classement dit de Shanghai est complètement ridicule. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. C'est très facile. Voilà, une seule raison mathématique, justement, de dire que ce classement est ridicule. Il n'est pas robuste. Qu'est-ce que ça veut dire robuste? Ça veut dire que ce classement, il met des paramètres, des poids. Suivant qu'on a des prix Nobel, des réussites aux examens, des ceci, de cela, c'est pondéré de façon, après tout arbitraire, mais pourquoi pas? Eh bien, dire que le classement est robuste, ça veut dire que si vous modifiez un tout petit peu les valeurs des paramètres, on doit garder le même ordre à la sortie. Pas du tout. Si vous modifiez un tout petit peu l'ordre des paramètres, l'ordre est complètement bouleversé. Ce qui montre bien que ce classement est ridicule, tant est qu'il y avait un sens. Eh bien, je vais finir ce rapide tour d'horizon avec la question des revues prédatrices. Alors, donc cette évaluation, on en était à l'évaluation par les revues, etc., a mis en place. Alors, il y a eu deux phénomènes qui ont convergé. Le premier, qui était le prix des revues qui explose. Et la deuxième chose, c'est la nécessité, enfin,
la prétendue nécessité, le publish or perish, prétendue nécessité de publier comme un malade. Et donc, se sont mis en place des revues prédatrices. D'abord, à partir du moment où les revues coûtent cher, les revues se sont mises à imaginer un nouveau système où ce ne serait pas le lecteur qui paierait, mais l'auteur. Hein, on a déjà dit qu'il faisait tout le travail gratuitement, enfin juste avec son salaire. Mais que dorénavant, c'est l'auteur qui devrait payer, lui ou son université, pour publier. Évidemment, ce truc est extrêmement pervers parce que, d'une part, du coup, les universités richement dotés vont publier plus et donc auront à nouveau plus d'argent. D'autre part, comment vous allez choisir dans une université si vous n'avez pas assez d'argent pour tous les gens qui veulent publier? Est-ce que vous allez choisir les vieux crabes qui ont beaucoup de publications parce que ça va faire une belle réputation à l'université, ou les petits jeunes qui ont besoin de publications pour se faire connaître et pour montrer que leur travail est intéressant? Alors, ça c'est la question de la publication payée par l'auteur, à compte d'auteur finalement, comme disait Pierre Dac à compteur d'eau. Et comme par ailleurs, il faut publier beaucoup, mais il y a ce qui s'appelle des revues prédatrices. Évidemment, c'est pas comme ça qu'elles s'appellent elles-mêmes, qui sont apparues. Ce sont donc des revues qui bricolent à la va-vite un comité éditorial, éventuellement sans même l'accord des gens qui sont marqués sur sa page de couverture, et qui disent, voilà, on publie votre article si vous nous envoyez tant d'argent. Et alors, premièrement, à partir du moment où c'est payant, on n'a aucune garantie de la qualité du travail d'arbitrage, puisque voilà, je ne vais pas faire un dessin. Et surtout, une fois que la revue a été payée par celui qui publie, l'éditeur n'a aucun intérêt à en faire la moindre publicité. Il est déjà payé. Donc la somme est déjà gagnée. Voilà. Alors bon, ça devenait un petit peu brouillon vers la fin. Donc je vais arrêter là, si vous permettez, et je serais ravi de commencer une discussion, et j'espère que je saurai répondre aux questions éventuelles. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Paul. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées sur le vocal textuel. Déjà, qui décide des offres d'emploi, création de postes, suite à des missions? Alors, la question, alors il n'y a plus l'équivalent des listes d'aptitude. Maintenant, quelqu'un qui a, enfin, il y a comme un truc intermédiaire qui s'appelle le CNU, le Conseil national Comité national des universités, dont d'ailleurs le gouvernement actuel a décidé la mort. Donc c'est quelque chose qui est un intermédiaire. Je ne vais pas tout de suite répondre à la question, je veux juste dire qu'il y a un intermédiaire entre le fait de passer une thèse, qui est forcément un truc local, et le fait d'avoir accès à un recrutement national. Il y a une espèce de tampon qui permet de savoir que, eh bien, à Vierzon, les thèses sont bien meilleures qu'à la Sorbonne, par exemple. Ou pas. Mais en tout cas, elle ne juge pas sur l'ensemble, mais pour chaque candidat, décider s'il est apte à postuler au niveau national. Ensuite, au niveau national, le ministère publie un nombre global de postes qui fabriquait comment? Eh bien, c'est des espèces de négociations, de tractations, sachant qu'il ne faut pas dépenser trop d'argent, sachant que le président de l'université du Schmoll est très copain avec le ministre et qu'il a besoin vraiment de tant de postes, etc. Donc, il y a tout un tas de tractations et apparaît le résultat des courses, une liste de postes vacants, avec éventuellement un profil scientifique. Parfois, c'est des postes à moustache, comme on dit, c'est-à-dire que le profil scientifique correspond comme par hasard à quelqu'un qui est déjà vacataire sur place, donc c'est pas la peine d'espérer que quelqu'un d'autre sera pris, mais c'est pas si fréquent. Alors ça, c'est pour les universités, donc il y a un mouvement global, jusqu'à présent, qui a lieu une fois par an, mais maintenant, il y a ce qui s'appelle des postes au fil de l'eau. C'est que ces postes apparaissent un peu n'importe quand, et donc il faut rester à l'affût. Et pour le CNRS, c'est un peu pareil, mais ça apparaît qu'une fois. Et ces postes sont, eux, complètement nationaux. Il y a un comité national, le comité national qui recrute les gens, et ensuite les gens sont répartis en maths. Mais c'est un peu pareil dans les autres disciplines, sont répartis dans différentes universités à la fois en fonction des besoins et de leur choix personnels. Au passage, il y a une chose que je n'ai pas dite. J'ai quand même trouvé des chiffres. J'ai dit que j'étais pas un homme de chiffres, mais j'ai quand même trouvé que je vais essayer de vous dire vaguement. C'est que si on regarde, j'ai trouvé l'évolution du nombre d'emplois. Si on regarde juste les maths, alors traditionnellement les maths, il y a des maths qui étaient dites pures avant, mais c'est plus politiquement correct, il faut dire les mathématiques fondamentales, parce que ça voudrait dire que les autres sont impures, et les mathématiques appliquées. Alors le chiffre que j'ai noté, c'est que si on regarde les nombres de profs, entre 1999 et 2019, toutes disciplines confondues, plus 10%, qu'il faudrait comparer à l'explosion du nombre d'étudiants, évidemment, maths pures, moins 17%. Si on regarde les maîtres de conf, 9% d'augmentation, toutes matières confondues, moins 21% pour les maths pures,
Et au total, 10% toutes matières confondues et moins 20%, total maths de conf et prof, plus 10% toutes matières confondues et moins 20% pour les maths pures. Plus intéressant, peut-être, au CNRS, si on regarde maintenant non pas le nombre, alors c'est pas la même période, c'est de 2007 à 2021, si on regarde le nombre de postes total, c'est-à-dire euh, euh, les chargés de recherche, directeurs de recherche, enfin les chercheurs, les ingénieurs et les techniciens, le nombre de postes proposés au total en 2007 était 1000 environ, et en 2021, 560. Voilà. Alors, je vois passer des questions, mais elles passent trop vite pour que je puisse répondre, je suis Oui, désolé. je voudrais Oui, il y avait intervenir, je aussi. voudrais compléter Oui, un oui. petit peu, ma question. Parce que finalement, ces offres d'emploi, soit elles sont créées ou bien parce qu'elles ont été libérées, mais est-ce que le gouvernement ou les gouvernements différents qui ont été mis en place différemment depuis des décennies, est-ce qu'ils créent ces postes et recherchent des profils en fonction d'objectifs pour l'État? D'objectifs à atteindre, c'est-à-dire on va créer tel poste, telle, recherche parce que l'État a besoin de chercheurs dans telle discipline, parce qu'on va développer, que ce soit le nucléaire ou que et cetera. Est-ce que l'État, donne des critères pour, rechercher plutôt tel profil et donc évidemment décider d'un budget supplémentaire, plutôt, vers la recherche en mathématiques ou la recherche en médecine, pour rechercher des peut-être des vaccins, et cetera, voilà. Alors, c'est une bonne question. Naturellement, l'État intervient, peut-être pas dans le choix des profils, mais en tout cas dans le choix des disciplines ou des sous-disciplines, bien sûr. Simplement, encore une fois, on n'a pas inventé l'ampoule électrique en perfectionnant la bougie. Donc, tout ce qui est recherche fondamentale, on ne peut pas prévoir ce qui va être utile. Alors, bien sûr, il faut recruter des gens, et c'est le cas, il faut recruter des gens qui vont être compétents dans la chaudronnerie pour l'énergie nucléaire, la réflexion sur telle ou telle métallurgie, par exemple. Bien sûr, il faut recruter des informaticiens pour discuter sur les ordinateurs quantiques, pour trouver des choses sur les ordinateurs quantiques qui semble-t-il d'ailleurs, sont une vaste escroquerie, mais on y reviendra, on pourra y revenir. Euh, donc effectivement, l'État intervient, mais encore une fois, il n'est pas possible de faire de la prévision, en particulier en recherche fondamentale, sur ce qui va être important ou sur ce qui va marcher. Il y a d'ailleurs, alors ça, c'est pas l'État qui est responsable, mais souvent les gens autour de l'État, il ne faut pas confondre recherche et innovation. Innover, c'est améliorer un petit truc, et ça, il n'y a pas vraiment besoin de chercheurs. Enfin, je ne dis pas que ce soit pas bien l'innovation, je dis que c'est pas du tout la même chose que la recherche. Et donc, il y a une confusion souvent entre la recherche et l'innovation. C'est deux domaines différents, un peu comme un boulanger-pâtissier, quoi. Il y a les boulangers, il y a les pâtissiers, aucun n'est meilleur que l'autre, mais il y en a qui sont que l'un ou que l'autre. Il y a des boulangers qui font pas de choux à la crème. Donc, donc la réponse à la question, c'est oui, l'État intervient, mais de façon indirecte, en favorisant telle ou telle sous-discipline, me semble-t-il. Il y a une question concernant les syndicats. Comment ont réagi les syndicats à l'université par rapport à l'ensemble de ces réformes? Alors, à ma connaissance, les syndicats d'une part, et en fait et les universitaires en général d'autre part, ont toujours réagi assez fortement. Vous vous souvenez, je vais peut-être parler d'Alice Saunier-Saïté tout à l'heure. Il y avait eu je ne sais plus très bien quelle réforme elle voulait faire passer. Il y a eu des manifestations assez importantes, monstres même. Et à l'époque, jusqu'à grosso modo, jusqu'à Sarkozy, me semble-t-il, hein, on tenait compte de la voix de la rue, j'allais dire, en tout cas dans le cas de l'université, mais c'est le cas pareil pour d'autres choses. Quand il y avait beaucoup trop de contestations sur un sujet, ben, on mettait un petit peu d'eau dans son vin, et la loi a été modifiée peut-être à la marge, mais elle a été modifiée. Alors que depuis que Sarkozy a dit quand il y avait une manifestation, plus personne ne s'en apercevait, ce qui est parfaitement faux. Ce qui se passe, c'est que quand il y a une manifestation, elle ne sert à rien, malheureusement, en tout cas c'est ce dont on a l'impression en regardant ce qui se passe. Bon, on laisse pourrir, et finalement les gens sont résignés. Pire que ça, on les rend coupables. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait une grande grève des enseignants qui voulaient bloquer les notes, etc., pour l'une des réformes qui a fini par passer, et on a fait immédiatement un chantage affectif. Vous vous rendez compte, ces pauvres étudiants qui vont perdre leur année, etc. Il faut vraiment. Et du coup, les universitaires à bonne poire ont dit ok, très bien, on arrête la grève, sans être arrivé au bout. Alors, sur les différentes lois récentes, la LRU, LPR, LPR, enfin bref, leurs différents sigles, il y a eu des oppositions farouches, non seulement des syndicats, mais des sociétés savantes, mais du machin comment ça s'appelle, la CPU, enfin tout le monde.
du comité national, du Sénat, enfin bref, tout le monde a gueulé, pardonnez-moi l'expression, et c'est passé quand même. C'est passé quand même. Et d'ailleurs, c'est pas la peine d'aller bien loin. Regardons la réforme des retraites. Hein, je veux dire, qui était favorable à la réforme des retraites? Au fond, personne. Mais c'est passé. C'est passé parce que voilà, il n'y a plus de discussion dans à l'Assemblée nationale, il y a que des godillots, etc. Et c'est finalement une évolution qui remonte à assez loin. Et progressivement, on a vu les choses se modifier. Et avant, les gens étaient des vrais universitaires. Il n'y a plus d'universitaires maintenant, c'est des gens qui sortent d'écoles de commerce. Hein, je veux dire, comment ces gens peuvent avoir une connaissance du milieu universitaire, n'ayant jamais mis les pieds à l'université? De la même Et on façon, voit d'ailleurs, et on voit d'ailleurs que en Chine, les 7 membres du comité central du PC, 7 membres, il y a 6 ingénieurs, dont je crois 4 en mathématiques. Donc, si aujourd'hui la Chine s'en sort un peu mieux dans pas mal de choses, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une culture scientifique meilleure au plus haut niveau de l'État. tout à fait, et même sans aller si loin, je veux dire, en Allemagne, la plupart, enfin beaucoup en tout cas de dirigeants, ont une thèse. Oui, C'est et d'ailleurs, en Madame Merkel est personne. physicienne. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, je parlais encore une fois d'Alice Sionet-Saïté, elle a fini par avoir, bon, un peu par protection, après son ministère, elle a eu un poste spécialement créé pour elle de géographe à la Sorbonne. Euh, donc, je veux dire, les gens étaient quand même pas si loin de l'université. Ils avaient soit intérêt à l'aménager, soit ils en venaient. Enfin bref, ils savaient exactement ce qu'il en était. Est-ce que vous avez pu constater, ne serait-ce même que dans le niveau des mathématiques demandées, je sais que vous avez une fille, à votre fille, qu'il y a une baisse de niveau des mathématiques dans le système secondaire? Alors, c'est une bonne question, elle est compliquée. Comme vous savez bien, ça fait plusieurs siècles qu'on dit que le niveau baisse. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire que le niveau baisse? Apparemment, il semble que les gens apprennent d'autres choses. Euh, je veux dire, par exemple, typiquement, puisqu'on parle des gens de quatrième, ils sont maintenant capables de programmer avec des logiciels relativement simples, ce qu'ils n'étaient pas capables de faire il y a 20 ans. Mais donc il y a deux choses. Il y a le fait que les gens apprennent plus de choses, mais aussi le fait que, rappelez-vous, 80 ou 90%, je ne sais plus, d'une classe d'âge, d'abord au niveau baccalauréat, ensuite c'est devenu au baccalauréat. Bah, évidemment, il y a deux façons de faire arriver 90% ou 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. La première, c'est d'améliorer la formation de ces gens-là et de les rendre plus forts, si ça a un sens. La deuxième, c'est de baisser le niveau du bac. Bon, à niveau supérieur, j'ai eu l'occasion d'aller donner des cols, vous savez, ces interrogations orales en classe préparatoire aux grandes écoles pour préparer aux oraux de Polytechnique et compagnie, ou des écoles d'ingénieurs moins prestigieuses. Et j'ai donc fait passer des gens, y compris, fait d'un exercice à des gens, y compris des gens venant de la classe, ça s'appelle MP étoile, c'est-à-dire ceux qui préparent à Polytechnique, typiquement en mathématiques. Oui, le niveau a baissé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'apprennent peut-être pas la même chose. En tout cas, je sais qu'ils n'en savent certainement pas autant que ce que j'étais censé savoir à leur âge. J'ai même retrouvé sur internet le sujet de bac que j'ai eu en terminale qui s'appelait C à l'époque. En spé, ils ne seraient plus capables de le faire. Alors bon, ils sont capables de faire d'autres choses. Alors, je suis embêté par dire que le niveau baisse ou ne baisse pas ou autre. Je dis juste que c'est plus les mêmes choses et en quantité, il y en a sûrement moins, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il y a moins d'heures d'enseignement en mathématiques, qu'il y en aura encore moins avec la réforme Villani machin là, qui était censée au contraire augmenter le niveau en mathématiques et qui est arrivé comme par hasard. Au contraire, précisément, puisque ce n'est plus qu'une matière facultative que les gens laissent tomber assez vite. Enfin, c'est pas facultatif, c'est pas une option, je sais pas quoi. Autre Exactement. question sur le New Public Management. Est-ce que on a ressenti les effets de cette idéologie appliquée qui a balayé beaucoup de services publics? Est-ce qu'on l'a retrouvé aussi dans la recherche? Je pense que oui. Alors ça n'a pas été, brutal. C'est-à-dire que je peux pas dire à tel moment: «Tiens, voilà, c'est là que le nouveau management est apparu». Parce qu'il y a eu une dérive, hein, comme j'ai essayé de le montrer dans ce que j'ai raconté. Progressivement, les choses se sont, n'ont pas été en s'améliorant, pour utiliser une antiphrase. En revanche, depuis, allez, depuis quoi? Une quinzaine d'années, une dizaine d'années, je ne sais pas exactement, on sent une accélération de la chose, hein.
le fait typiquement de supprimer le plus possible les vrais postes pour les remplacer par des postes de. Tiens, il faudrait que je dise un truc à propos. Pour les remplacer par des postes en CDI ou je sais pas quoi, enfin non titulaires, d'inventer qu'on va recruter des stars, qu'on va payer hors des grilles indiciaires habituelles parce que c'est des stars, etc. Le fait d'évaluer systématiquement avec des critères d'évaluation métriques qui n'ont pas de sens par ailleurs, etc. Donc ça, c'est bien du nouveau management. Des super structures sont mises en place. L'AERS, qui a encore changement, qui s'appelle l'HCERS, enfin, je sais pas comment elle s'appelle, l'HCRS, voilà, qui évalue à la fois les universités et éventuellement les individus qui y sont, avec cette espèce de pression systématique. Au début, au CNRS, je pense que je devais un rapport. Je n'ai jamais su vraiment si c'était tous les 2 ans, tous les 4 ans. Je sais que j'écrivais un rapport tous les ans, puisqu'après tout, je n'avais aucune obligation, hein, il faut savoir. C'est un cas absolument extraordinaire où on n'a aucune obligation de présence. Évidemment, si je fais des maths, je peux en faire sur mon bureau par télétravail ou même tout seul dans mon coin. Je n'ai pas forcément besoin d'être machin. Je ne veux pas dire que je fais de la recherche de 9h à 18h. Je fais de la recherche quand ça me chante. Si j'ai une idée au milieu de la nuit, je me lève au milieu de la nuit. Bon, c'est pas compté comme une heure sup, évidemment. Donc, au CNRS, donc, il faut quand même montrer qu'on travaille. Enfin, montrer. Et donc, on écrit un rapport pour dire voilà ce que j'ai fait, voilà les articles que j'ai publiés, voilà les conférences où j'étais, voilà les exposés, voilà ceci, voilà cela. Et alors, je ne sais pas si c'est tous les 2 ans ou tous les 4 ans qu'il fallait le faire. Je le faisais systématiquement tous les ans, parce que, bon. Et alors maintenant, je ne sais pas quelle est la règle, mais c'est systématique. Il y a sans arrêt des évaluations, des machins, on demande truc, on demande machin, ça n'arrête pas. Alors, bon, très bien. J'ai un rapport incrémental où chaque fois que je fais un nouveau truc, je vais juste l'écrire, et comme ça, après, j'ai plus qu'à recopier et à couper la partie intéressante. Mais c'est un exemple où cette vision du monde où il faut à la fois être rentable, efficace, optimisé, etc., se répand comme une gangrène terrifiante. Est-ce que ça augmente pour autant l'efficacité de la recherche? Ça dépend comment on mesure. À tout va aussi, on mesure l'efficacité par le nombre d'articles. Alors oui, ça augmente terriblement. Si on mesure l'efficacité de façon plus subtile, je ne suis pas sûr que le résultat soit le même. Alors, il y a 2 questions que je vais mêler en même temps, une d'Antoine et une d'Éric. Alors, qu'est-ce qui vous motive à signer la pétition pour sortir de l'Union européenne? Comment une sortie de l'Union européenne changera-t-elle la situation pour la recherche? Pouvez-vous nous dire un mot sur le financement européen de la recherche? Quelles seraient selon vous les actions pour relancer rapidement la recherche en France? Quelles seraient selon vous les actions pour faire remonter le niveau scolaire et mathématique, en mathématiques en tout cas, en France? Et un addendum à cette question, y a-t-il eu des conséquences palpables dans votre milieu professionnel au fait que vous vous exposiez publiquement avec votre soutien? Alors, c'est une question à entrées multiples. Euh, le fait de faire partie de l'Union européenne, ou plutôt de ne plus en faire partie, n'est pas nécessairement directement lié à mon métier. C'est plus général. Euh, et je ne suis pas sûr que ça ait influé d'une manière ou d'une autre. On peut avoir des idées en dehors des mathématiques. Euh, la question de savoir les financements européens, en effet, il y a des financements européens qui sont très difficiles à obtenir, mais qui existent. Et naturellement, là aussi, il faut écrire des projets, euh, si possible en forçant la voix sur projet, voilà. Il faut donc écrire des projets, à nouveau en recherche fondamentale, pour dire, voilà, je voudrais travailler sur tel truc et j'espère bien montrer tel résultat dans 2 ans. Bon. Euh, Est-ce que cet argent, oui, effectivement, j'imagine qu'en sortant de l'Union européenne, on perdrait les financements européens, mais est-ce que ce serait si On, grave ouais. On en gagnerait bien entendu par des par ailleurs? financements français, puisque nous savons que nous contribuons plus à l'Union Tout à fait, européenne que ce dont nous recevons. tout à fait, nous sommes contributeurs nets. Le cas de l'Union européenne est un peu différent, puisque là, il faut, il faut collaborer avec des pays précisément de l'Union européenne. Euh, voilà. D'ailleurs, au passage, il y a une chose que j'ai pas dite, c'est que dans les années 70-80, lorsque des gens étaient recrutés, ils n'étaient pas nécessairement de nationalité française. C'était une exception au statut de la fonction publique, je crois que c'est pour ce qui s'appelait les cadres A ou les cadres A à l'université, enfin bref. Les universités faisaient partie des exceptions, peut-être le CNRS aussi, je n'en suis pas sûr. Il était possible de recruter des gens de n'importe quel pays. C'était assez rare, et l'exigence minimale, me semble-t-il, était que ces gens parlent français. Maintenant, non seulement on peut toujours recruter des gens de n'importe quel pays avec évidemment, en particulier des gens de l'Union européenne, mais il y a une espèce de globish absolu, où les gens parlent en anglais approximatif,
qui fait qu'il y a des recrutements où les gens ne parlent pas vraiment français ou parlent très mal français ou font des fautes d'orthographe partout. Vous me direz, il y a des Français qui font aussi des fautes d'orthographe partout. Et donc ça a augmenté la concurrence, entre guillemets. Il ne s'agit pas de dire qu'il vaut mieux prendre quelqu'un de Vierzon, pour reprendre mon exemple tout à l'heure, parce qu'il est bien meilleur que quelqu'un de Berlin. Ce n'est pas la question. La question est qu'il y a très peu de postes en Allemagne, il y a très peu de postes en Italie, et beaucoup d'Allemands et d'Italiens viennent postuler en France. Très bien, bienvenue, s'ils sont bons, quoi que ceci veuille dire, pourquoi pas. Et donc il y a un changement, en particulier cette question de concurrence, j'ai vu tout à l'heure apparaître le mot rapidement, les gens ont oublié, semble-t-il, l'étymologie, hein. Concourir, c'est courir ensemble, c'est pas courir contre. Donc cette notion de concurrence qui est maintenant, et on revient à la question managériale que posait Philippe tout à l'heure, c'est l'âme du truc managérial, c'est mettre les gens en concurrence. Avant, les gens collaboraient, ils travaillaient ensemble. Maintenant, j'ai un exemple terrible, on demandait de développer des liens avec des universités. Vous savez, il y a eu des réunions là, à la Sorbonne maintenant, ce qui s'appelle Sorbonne Université, dans une espèce de terme en mauvais français, c'est le terme officiel. Ça a été obtenu en regroupant Paris 6, machin truc, etc. Et donc, on nous a dit ce serait bien d'avoir des collaborations avec des gens. Et en fait, il y a des gens qui étaient géographiquement dans le bâtiment d'à côté, mais qui n'étaient pas dans le même groupement. Et donc, les collaborations naturelles que j'aurais pu avoir avec eux n'auraient eu, aux yeux des autorités locales, aucun intérêt, puisque ça ne faisait pas partie du périmètre de l'université en question. Donc, en fait, d'une certaine façon, c'est presque contre-productif. Hein. Je veux dire, exiger que les crédits concernent des coopérations, des collaborations avec des pays donnés, plutôt que... Voilà. Ça pourrait être, dans certains cas, parfaitement contre-productif. Autre question, cette fois-ci, c'est moi-même qui la pose. On l'a vu arriver dans les sciences humaines, comment dire, l'influence on va dire, d'une idéologie intersectionnelle décoloniale qui a un peu bouleversé la sociologie. On parle actuellement, il y a des polémiques parfois mal lancées sur l'islamo-gauchisme et autres, etc. Et que pensez-vous? J'ai mis en lien apparemment aux États-Unis une attaque sur l'enseignement des mathématiques qui serait une forme de suprématie blanche. Oui, ça paraît étonnant comme ça, mais avez-vous entendu en France ce type d'idéologie à l'œuvre dans les sciences dures? Alors, je dois dire très honnêtement, jusqu'à présent, non. Et j'ai même quelque chose, enfin, vous me direz, qu'on pourrait interpréter de travers si on voulait, dont je vais donner un bref extrait. Il y a une nouvelle discipline qui s'appelle, enfin nouvelle, ça remonte à une vingtaine d'années peut-être, qui s'appelle l'ethnomathématique. L'ethnomathématique, ça consiste à étudier des pratiques qui peuvent être artistiques, religieuses, culturelles ou autres. Alors, avant on disait de peuples primitifs, je ne sais plus comment on disait, comme il y a les arts premiers. Hein. Disons, après on a dit non, des gens qui n'ont pas de langage écrit. Après, enfin bref, d'autres peuples qui sont considérés à tort ou à raison comme différents et qui ont donc ces pratiques que je disais artistiques, rituelles ou religieuses, qui, vues de nos yeux d'occidentaux, sont des mathématiques. Et donc, il y a tout un champ d'études là-dessus qui consiste, alors d'une certaine façon, est-ce qu'il s'agit de réhabiliter, est-ce qu'il s'agit de s'intéresser, est-ce qu'il s'agit de développer, est-ce qu'il s'agit d'étudier ce champ-là, qui est donc une nouvelle branche des mathématiques, qui a même un nom, donc ethnomathématiques. Donc, j'ai pas l'impression, en tout cas, jusqu'à présent, je n'ai rien ressenti tel, sauf à nouveau, si on prend mal ce que je viens de dire et qu'on dit, ah bah oui, d'accord, on dit les sauvages, on va étudier ce qu'ils font en disant que c'est des mathématiques, et puis comme ça, on s'appropriera leur truc. Évidemment, on pourrait toujours dire ça, mais c'est pas le cas. Enfin, je connais des gens qui font des mathématiques, des gens très, très bien, et qui sont, enfin, je veux dire, qui vont sur le terrain, qui vivent en symbiose avec les gens sur place, qui reviennent avec des tas de trucs absolument passionnants. Voilà, donc la réponse à la question, ce n'est pas à ma connaissance. Oui, il y a l'écriture inclusive, évidemment, qu'on commence à voir apparaître. Bon, c'est encore un détail. Enfin, encore que, je sais pas, si, quand même. Il y a une thésarde, une fille qui venait de soutenir sa thèse et qui m'a demandé d'écrire une lettre de recommandation. Cette lettre de recommandation, c'était pour le CNRS, donc c'est quelque chose qui aurait été lu par une dizaine de personnes du comité national, ou une quinzaine. Et je parlais d'articles sur un sujet qui avait été écrit par de nombreux auteurs. Et elle me dit non, il faut mettre auteur et autrice. J'ai dit non. Elle me dit mais vous m'avez dit que vous étiez d'accord avec la féminisation des noms. Je dis oui, mais pas dans n'importe quel cas. Si je mets un truc qui va être lu par 2000 personnes et que je mette à la fois françaises et français et pas tout les français, pourquoi pas. Mais si c'est pour 10 personnes et qu'en plus il n'y a pas de vraie raison, parce qu'il n'y a que des hommes qui avaient écrit les articles en question, non.
Je veux bien mettre un terme neutre, mais non. Alors elle me dit, alors je veux pas d'aide de recommandation. Bon, j'ai fini par envoyer à son insu une lettre de recommandation où j'ai remplacé collègues mathématiciens et mathématiciennes, ou auteurs et autrices, ou auteuses, ou je ne sais pas comment il faut dire, auteureux, par collègues, ou scientifiques peut-être, je ne sais plus. Mais donc on voit commencer, mais c'est vraiment ponctuel. Je veux dire, de même qu'on voit des étudiants voilés dans les couloirs. Bon, pour l'instant, c'est ponctuel. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait que la question se pose vraiment dans les sciences dures. Pour l'instant, je ne peux pas dire de quoi sera fait l'avenir. Oui, comment dire, Antoine me demande de reposer la question parce qu'on l'avait un petit peu zappé. Pour relancer la recherche, Oui, aujourd'hui, que faudrait-il faire? vaste question, je ne suis pas sûr d'être compétent pour ça. Mon impression est qu'il faut d'abord, premièrement et avant tout, totalement repenser la notion d'évaluation et la notion de bibliométrie, etc. Repenser, ça veut dire supprimer essentiellement, et dire qu'on ne mesure pas la qualité de quelqu'un. D'abord, on ne peut pas mesurer la qualité, mais si on veut déterminer si quelqu'un est de qualité ou pas, eh bien, ça ne va pas se faire en comptant son nombre d'articles ou son degré de citation, etc., mais juste en lisant ces articles et en regardant à quel problème ça répond, etc. Évidemment, vu le boulot que ça représente, il ne s'agira plus d'évaluer les gens 3 fois par an, parce que c'est un vrai boulot, et c'est le boulot que devraient faire les rapporteurs, les recruteurs, etc. Donc ça, c'est une première piste. Arrêter tous ces trucs qui sont chronophages, aussi bien pour les évaluateurs que pour les évalués. Ça me paraît fondamental. Ensuite, sans que ça représente des sommes énormes, augmenter à crédit et poste, évidemment, on va me dire tout le monde demande toujours ça. Oui, mais là, c'est des sommes, enfin, vous savez très bien que, je ne vais pas parler de Sanofi, que tout le monde a entendu parler. Donc, les sommes qui sont attribuées aux entreprises pour des actions de recherche qu'elles n'entreprennent pas et qui sont juste d'optimisation fiscale, une bonne partie de ces sommes pourraient être recyclées. Pas seulement. Dans la nouvelle organisation des universités, l'autonomie des universités, les présidents d'université et leur staff immédiat sont dotés de pouvoirs extraordinaires, en particulier celui de se voter des primes spécifiques. Les primes spécifiques, oui. Les primes spécifiques en question représentent plusieurs, quand je dis plusieurs, c'est peut-être plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de postes, de vrais postes. Évidemment, c'est à arrêter immédiatement. Je veux dire, un président d'université n'est pas un chef d'entreprise. Déjà, on peut se demander si un chef d'entreprise a raison d'avoir, il est normal qu'il y ait des jetons de ceci, de cela, bon, ça c'est une question que je n'aborderai pas parce qu'elle ne me regarde pas. Et puis, c'est du privé, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'État n'a pas à tolérer qu'un président d'université se vote lui-même des primes spécifiques, spéciales. Il n'y a aucune raison. Donc ça, je crois que la structure doit être reprise là-dessus, ce qui permettrait d'ailleurs de dégager de l'argent. Et oui. L'université a-t-elle été comment dire, un clou dans le cercueil ou a-t-elle permis quand même quelques évolutions positives? Ah, vu de là où je suis, ça n'était que négatif, je vois pas d'intérêt. D'accord. Typiquement, gérer soi-même, en particulier le fait qu'une université gère soi-même son budget et que le budget ne tienne pas compte de l'augmentation de la masse monétaire due aux promotions des gens, etc., c'est intolérable. Le fait que les présidents d'université puissent faire ce qu'ils veulent, en particulier se payer comme ils veulent, c'est intolérable. Le fait que les présidents d'université, il est question de leur donner le plein pouvoir de recrutement, y compris de casser les décisions des comités de sélection, etc. Ça a toujours existé, mais ça, de façon indirecte, mais ça n'a jamais été vraiment utilisé. C'est intolérable. Bon, donc je disais, arrêter c'est des pistes. Je ne vais pas vraiment réfléchir à la question. C'est pas mon métier. J'en suis pas capable. Donc arrêter l'évaluation systématique, ridicule, métrique. Faire des vraies évaluations qui consistent à lire les articles et à voir ce que les gens ont fait. Euh, Augmenter les crédits de façon tout à fait raisonnable. Les gens ne demandent pas d'aller en business class aux États-Unis 3 fois par semaine. Probablement aussi aller voir en amont ce qui se passe. Je veux dire, c'est surtout que en amont, si vous avez des gens qui, au niveau bac, je veux dire, qui en quatrième sont encore à faire de la proportionnalité, il y a peu de chances qu'ils puissent faire des choses un peu compliquées dans les premières années de fac et à fortiori plus loin. Alors, l'école française est une des meilleures écoles de mathématiques au monde. Comme vous le savez, ça dépend comment on mesure, mais en gros, suivant le nombre de médailles Fields, dont on prétend que c'est l'équivalent d'un prix Nobel, la France est deuxième, derrière les États-Unis. Alors, je ne sais pas si on divise par la population ou pas, je crois que oui, peu importe. La France est à un très haut niveau mathématique dans le monde. Mais est-ce qu'elle va le garder? Ça, c'est pas clair.
Il y a des questions à propos du crédit impôt recherche Oui. pour les grandes entreprises. Est-ce que l'on voit des projets intéressants liés à ce crédit impôt recherche? J'imagine que c'est bien entendu plus pour les maths appliquées, s'il y en a. Alors oui, alors je peux dire 2 choses sur le sujet. D'abord, il y a des thèses qui existaient, alors je ne sais pas si elles existent toujours sous le même nom, qui s'appelaient des thèses de CIFRE. C'est des thèses qui étaient complètement financées par le monde de l'industrie. Heu, Évidemment sur des sujets, ayant des applications, donc essentiellement des maths appliquées, mais c'était pas forcément des choses, très, très, très immédiatement applicables, hein. Il y avait toujours 2 parties, une partie un peu théorique, et une partie applicable ou appliquée rapidement. La 2e chose que je voulais dire, c'est qu'on pourrait se dire que, à quoi servent dans la série «À quoi servent les mathématiques?», on va remplacer un tout petit peu la question par «À quoi servent les mathématiciens?», ou plutôt: «Qu'est-ce qu'on va faire des gens qui ont passé une thèse?». Est-ce qu'il faut vraiment créer autant de postes que de gens passent de thèse? La réponse est probablement non. Et la question, c'est qu'en faire d'autres sinon? Alors, il y a quelques modifications récentes dans la vision des recruteurs dans l'industrie, c'est de recruter des gens atypiques parce qu'ils vont apporter des choses atypiques, d'accord. Mais si on regarde les compétences claires, un type qui a une thèse de maths, a priori, n'est pas forcément immédiatement opérationnel dans l'industrie. D'autant plus que si c'est une thèse de mathématiques fondamentales, mathématiques pures, où au fond, le directeur de recherche, quelle que soit sa compétence et son envie de coller au monde actuel, va essentiellement fabriquer un clone de lui-même. Je veux dire, je suis incapable de diriger quelqu'un, de faire faire à quelqu'un une thèse sur un sujet qui va immédiatement être applicable je vais parler de chaudronnerie nucléaire tout à l'heure, par exemple, ou je ne sais pas quoi. Donc là, il y a un problème que je ne sais pas résoudre. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec une thèse? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les universités elles-mêmes ne considèrent plus, l'industrie c'est le cas depuis toujours, mais ou presque en France, mais les universités elles-mêmes ne considèrent plus la thèse comme un diplôme. En effet, pour avoir un poste à l'université avant, je vous avais dit qu'il fallait une maîtrise, puis ensuite une thèse 3e cycle, maintenant on demande, on exige que les gens aient fait un postdoc, et donc de préférence à l'étranger. Et alors les gens enchaînent comme ça les postdocs 2 ans, 3 ans, 4 ans, à un âge où on n'a peut-être pas forcément envie de traîner les savates jusqu'à l'âge de 30-35 ans parfois. Heu, Autrement dit, on a recréé indirectement, le niveau que je disais tout à fait au début d'assistant, alors c'était en lettres, particulièrement, où c'était juste un poste provisoire. On a recréé ça. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Sans doute pas, parce qu'il y a plein de gens qui se sont dégoûtés ou qui vont partir ailleurs, ou faire autre chose que des maths. Bon, après tout, pourquoi pas? À quel point, plus précisément, la recherche sert-elle un objectif de compétitivité? Alors, c'est une question délicate parce que ça dépend ce qu'on appelle compétitivité. Et ça dépend ce qu'on appelle, utilité. Je le disais tout à l'heure, à quoi ça sert les maths? J'ai un collègue, qui se considère comme un mathématicien défroqué, qui écrit des livres autour du monde mathématique, et à propos d'utilité des maths, il ajoute la question imparable: «À quoi sert l'utilité?» Sur la compétitivité, à nouveau, c'est une question délicate parce que au fond, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a deux termes, enfin 2 visions, la compétitivité d'université donnée et puis la compétitivité ensuite dans le monde, dans le vrai monde. L'université étant considérée comme n'étant pas le vrai monde. Alors, sur la compétitivité d'université, on dit de plus en plus qu'il faut attirer des étrangers de qualité pour faire des thèses, et cetera. Je comprends pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire attirer des étrangers de qualité? On forme des gens, mais pourquoi vouloir attirer des gens qui sont déjà bons? Mais quelle est cette folie internationaliste qui consiste à dire on veut attirer le plus possible de Chinois, d'Américains? D'abord, vous n'y arriverez pas parce que les bonnes universités, que Shanghai ou pas Shanghai, c'est pas en France. Enfin, les vraies bonnes universités, dans tous les domaines, hein, pas seulement en mathématiques. Et d'autre part, si ça nécessite de perdre son âme, il commence à y avoir maintenant des enseignements purement en anglais, des séminaires donnés par des Français devant des Français qui ont lu en anglais. Donc ça, c'est pour la compétitivité au sens attirer des étudiants. Je n'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire, sauf si on sous-entend ou on sait qu'on va commencer à faire payer des frais d'inscription. Et évidemment, si on fait payer des frais d'inscription élevés, eh bien, il y aura une nouvelle vision du monde qui consistera à essayer de recruter des gens qui ont plein de sous pour qu'ils puissent payer très cher les universités et du coup que l'État puisse s'en désengager. Ça, c'est côté université. Maintenant, côté application, enfin, je veux dire, retomber sur la société, à nouveau, je suis mal placé
à propos de la recherche fondamentale. L'idée de la recherche fondamentale, c'est qu'il y a un chaudron sur le feu qui chauffe tout le temps. Alors il va y avoir de l'eau qui s'évapore, mais quand on a besoin d'eau chaude, on plonge la louche et on a de l'eau chaude qui sort instantanément. Donc la recherche fondamentale, c'est un peu ça. Est-ce que c'est efficace à court terme, à long terme? Ça ne peut être efficace si oui que à long terme ou à très long terme. Si la compétitivité, c'est dire on est bon, on est connu, ok, très bien. Si la compétitivité, c'est dire ok, ben on a fabriqué les premiers ordinateurs quantiques, là je sais pas, parce que c'est plus de mon ressort. À défaut d'avoir pu considérer de son vivant Alexandre Grothendieck, c'est Christophe, pourquoi ne pas l'avoir, entre guillemets, «exposé» lors de son décès? Pour Alors, pour pouvoir valoriser le fait d'avoir eu un mathématicien, de haute qualité en France. c'est tout à fait exact. Curieusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on ne va pas vous demander à quoi sert de faire de l'astronomie et de savoir que Alpha du Centaure est à tant de millions d'années-lumière de la Terre. En revanche, si vous faites des maths, on va vous demander à quoi ça sert. Le cas d'Alexandre Grothendieck est particulier. J'ai mon idée là-dessus, et je ne suis pas le seul. Et il a commencé à se mettre à dos la communauté quand il a commencé à prendre des idées antimilitaristes, qu'il a commencé à trouver qu'il n'était pas bien à l'IHES parce que c'était financé en particulier par des crédits militaires, et qu'il s'est mis à l'écologie en disant finalement c'est plus important que de faire des maths. Et donc il y a une légende qui a commencé à apparaître, qu'il s'était retiré au fin fond de la campagne, qu'il était devenu fou à peu près. Pas du tout. Il a eu un poste de prof à Montpellier. Il y a d'ailleurs un amphi Grothendieck, je crois, maintenant à Montpellier. Et donc il a continué à faire des maths, y compris à diriger des thèses, etc. Donc à faire des maths officielles, je veux dire à donner des cours, etc. Et il a en même temps, un peu comme un ermite, mais encore une fois avec un vrai poste de prof dans une vraie fac, à écrire des milliers et des milliers de pages, dont il a demandé d'ailleurs qu'il fallait les brûler après sa mort, ainsi que tout ce qu'il avait écrit, et ça n'a pas été respecté. Et donc, en fait, il s'est mis à dos toute la communauté, et j'ai posé la question brutalement dans un article en disant, bon, tout le monde, enfin, bien sûr, ça, la question que je vais vous dire n'a eu aucun retentissement. Tout le monde était à plat ventre devant Grothendieck en disant quel génie, etc., en disant il est vraiment en avance sur tout le monde, et c'est vrai. C'est vrai, je veux dire, il a ouvert des voies absolument extraordinaires, mais quand il s'est mis à l'écologie, et à la vision qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes que les maths à faire d'urgence, les gens auraient pu se dire, bon, ce type a encore plein d'avance sur nous, vraiment, il faut le suivre. Pas du tout. Les gens ont décidé qu'il était fou, qu'il avait pété les plombs, comme on dit vulgairement, qu'il avait cassé un fusible. Et donc la communauté lui a tourné le dos. Et donc c'est pas du tout étonnant qu'on n'en parle pas, qu'il n'ait pas de rue à son nom, etc. Puisque ceux qui pourraient pousser dans cette direction, c'est les mathématiciens eux-mêmes. De façon générale d'ailleurs, les mathématiciens sont pas très bons pour la vulgarisation, mais aussi le grand public n'a pas envie d'entendre de la vulgarisation mathématique. Il faut déjà avoir une petite envie. Et la plupart des gens qui n'hésitent pas à dire qu'ils détestent les mathématiques, ou qui n'y comprennent rien, qui n'y comprendront jamais rien. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que la plupart de ceux à qui j'ai posé la question, est-ce que vous avez eu dans votre enfance un professeur qui vous a votre jeunesse, un professeur qui vous a dégoûté des mathématiques? La réponse a presque toujours été oui. Autrement dit, si les gens sont si loin des mathématiques, c'est pas forcément à cause d'une structure du cerveau ou de Dieu sait quoi, c'est juste une mauvaise expérience à un moment de leur vie. Emmanuel Macron s'était entouré lors de sa campagne de 2017 de Cédric Villani Oui. et vu beaucoup d'universitaires qui m'avaient dit: «Ah bah, voilà au moins quelqu'un qui sait s'entourer, il a un brillant mathématicien avec lui». Est-ce que vous avez pu ressentir, l'influence de Cédric Villani en bien ou en mal dans, l'évolution de la recherche en France et particulièrement en mathématiques? Je dirais aucune influence vu de là où je suis. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas capable d'avoir une influence? C'est ce que ça voulait dire que l'autre faisait du en même temps, c'est-à-dire je suis avec Villani pour faire croire que, je ne peux pas dire bien sûr, mais à ma vue de là où je suis, non, aucune influence. Si, la seule influence qu'il a eue et qu'on ne peut pas lui enlever, mais c'est indépendant de Macron, c'est qu'il a beaucoup fait pour populariser les mathématiques. Maintenant, tout le monde a entendu parler de Villani, enfin beaucoup de gens qui n'avaient pas entendu parler de mathématiques ou qui étaient réfractaires sont capables de dire qu'il y a un matheux un peu fou qui avait une araignée sur sa cravate ou quelque chose comme ça, non, avec sur sa lavalière. Donc voilà, il a permis que les mathématiques, on parle des mathématiques dans le grand public. Voilà, ça c'est une chose qu'on ne peut pas lui enlever, très bien. J'ai peur de dire que c'est tout. Il y a une remarque, intéressante du président de Génération Frexit, Charles-Henri Gallois, qui dit: le Erasmus britannique s'appelle d'ailleurs Turing», donc un mathématicien. Donc c'est un hommage là aux mathématiques, Tout à fait, oui.
Au passage d'ailleurs, mais vous savez bien mieux que moi, on a expliqué que Erasmus allait disparaître dès que le Royaume-Uni allait quitter l'Union européenne. En tout cas, l'Erasmus, enfin les échanges avec. Oui, c'est vrai, et ça a été le cas. Mais si on remonte à la création d'Erasmus, c'était avant l'euro, c'était avant 2005, c'était avant beaucoup de choses. Je veux dire, ça existe depuis très longtemps, Erasmus. Donc ça aurait très bien pu continuer. 1987. Comment? 1987. C'est C'est ça. Oui. Enfin, 1987. oui, oui. Donc ça existe depuis bien plus longtemps que tout est. Alors ensuite, bien sûr, les Britanniques ont sans doute voulu sortir d'Erasmus et de toute façon l'Union européenne était prête à les éjecter quoi qu'il arrive. Mais voilà, c'est pas si clair que ça a à voir avec la sortie de l'UE. Revenons justement aux sujets européens. Vous avez donc signé la pétition. Vous nous avez dit que ce n'était pas obligatoirement lié aux mathématiques, mais à d'autres options politiques que vous avez, on le comprend. Est-ce que vous avez eu des remarques, hein, puisque vous avez accepté de vous exposer publiquement comme signataire? Est-ce que vous avez eu des remarques dans votre sphère professionnelle ou autre par rapport à cet engagement politique? Aucune. Peut-être que les gens n'ont pas vu cette pétition, enfin que mes collègues proches n'ont pas vu cette pétition, c'est possible. Je n'ai rien entendu sur me concernant, enfin je veux dire de collègues me disant tiens t'as signé ça ou autre, je n'ai rien entendu de tel. Mes collègues mathématiciens donc à Jussieu ont comment dire, ont tous voté Macron, mais pas forcément seulement au deuxième tour. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça. C'est pas possible que des gens qui se prétendaient un peu de gauche aient voté Macron si facilement, encore que ce ne seraient pas les seuls, ça n'a pas été les seuls. Mais j'en suis arrivé à la conclusion que ça représentait une classe sociale qui n'est pas une basse classe sociale. Donc c'est des gens qui ont. Je parle à nouveau de mes collègues de Jussieu, ou plus généralement de l'intelligentsia mathématique française, parisienne, disons. C'est des gens qui ont acheté des appartements dans le quartier latin à l'époque où ça coûtait pas grand-chose, qui sont donc maintenant à la tête ils payent peut-être l'impôt sur la fortune. Enfin bon, c'est pas mal, hein, j'ai rien contre les gens qui payent l'impôt sur la fortune, je ne le paye pas, mais bon, je m'en plains pas. Donc ils font partie, ou ils croient faire partie d'une classe sociale privilégiée, qui fait que, de toute façon, entre tous les candidats, celui qui leur convenait le mieux, même au premier tour, c'était probablement Macron. De la même façon, tous ces gens, quand j'ai eu l'occasion de discuter de l'Union européenne, ont réagi pour la plupart, enfin je ne vais pas discuter avec tout le monde, mais de façon assez vive, mais il n'est pas question, tu ne te rends pas compte, c'est ridicule. J'ai même un collègue, un jeune collègue, il y avait un jour un Québécois dans son bureau, et lui, et puis je suis passé pour Dieu sait quelle raison, puis on a parlé de l'Union européenne et du Brexit. Et il m'a dit que c'était une catastrophe parce que sa copine était anglaise et que s'il fallait avoir un passeport pour passer et tout, et qu'il n'était pas sûr d'avoir les médicaments qu'il faut, etc. Enfin, je veux dire, ramenant tout à des problèmes personnels. Et il a rajouté une chose qui m'a beaucoup choqué, en disant, tu vois, moi je me sens plus européen que français. Et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup choqué. Je suis pas un patriote, la fleur au fusil, et je vais aller défendre la ligne Maginot, mais quand même. Comment réussir à parler aux universitaires? Avez-vous vu quelques arguments qui peuvent retourner parfois ou du moins mettre une brèche dans la forteresse idéologique européiste? J'avoue que je ne sais pas. Je dois dire quand même que j'ai aussi rencontré des gens, y compris, surtout d'ailleurs, des jeunes qui sont à fond anti-Macron et anti-UE, même si les choses ne sont pas nécessairement liées. Heureusement, j'en ai rencontré, y compris au moment des Gilets jaunes, etc. Mais je n'ai pas, à mon grand regret, d'arguments. Enfin, je ne vois pas d'arguments décisifs qui puissent les convaincre. Parce qu'ils vont toujours sortir des arguments du genre, enfin, tu te rends pas compte, on peut passer les frontières sans pièce d'identité, ou tu comprends, j'ai pas besoin de changer de l'argent. Ah oui, c'était un argument du petit jeune là, pour le Brexit, il me dit, tu te rends compte, ce qui est ridicule, puisque de toute façon, on paye déjà pas en euros là-bas. Mais je veux dire, plus personne ne paye en liquide, tout le monde paye en carte, et de toute façon, même si vous payez en liquide, dès que vous arrivez à l'aéroport, vous mettez votre carte dans le distributeur et vous sortez la monnaie locale, que ce soit en Patagonie, ou enfin peut-être pas en Patagonie, je sais pas s'il y a des distributeurs à l'aéroport, mais peu importe. Je veux dire, ça n'a pas de sens d'aller chercher, mais c'est toujours, c'est exactement la carte de crédit, mais ils ont toujours cette vision du monde. Ce serait beaucoup plus compliqué. Au fond, c'est juste pour des raisons personnelles, égoïstes, ils sont pour l'Union européenne. Ils n'ont plus cette notion de patrie. Ça les intéresse pas. Je crois que l'une des choses qui rend les gens plutôt pro-UE et pas au Frexit, c'est que au fond, ils se disent, comme disait le collègue dont je vous parlais, je me sens plus européen, disent-ils, que français. Je veux dire, ça n'a plus de sens pour eux d'être français. Le concept d'Europe, en fait, qu'ils mettent là-dedans, ils l'opposent donc à celui de France, ce qui, géographiquement, historiquement, est un non-sens. Ils devraient se rendre compte que c'est Tout à fait. une sorte de sorite
qui Tout n'a à pas de fait. fondement. Enfin, c'est incroyable qu'on puisse raisonner comme ça, en fait. Je suis étonné. De la part de gens de ce niveau, j'entends bien, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Tout à fait, c'est pas incompatible. Ils ont l'impression de enfin, c'est moi qui le dis, je ne sais pas s'ils le diraient sur ce plan-là, ils ont l'impression de respirer plus, ça veut rien dire, voilà. Oui, c'est une sorte de snobisme, quoi. Peut-être, oui, oui, tout à fait. Donc c'est un petit peu ça, cette idée qu'il faut avancer à marche forcée, vers quoi? Ben, on ne sait pas très bien. Ce n'est pas pour rien qu'en marche, le fait d'avancer en marche, ça va exactement dans ce type d'idéologie un peu grossière. En Tout marche, à mais fait, vers quoi? On ne sait il tout faut à fait. avancer. Il y a aussi le fait que Macron ait récupéré le mot progressiste. Tout ça, c'est un pack idéologique, qui permet de pouvoir, malheureusement, faire des ravages auprès de gens qui prennent un petit peu l'idéologie dominante, comme, seule existante. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Merci à vous. merci beaucoup Jean-Paul. S'il y a encore peut-être, une dernière question? Moi, c'était pas une question, Philippe, bah, c'était pour, évidemment, te remercier pour l'organisation de, ce débat et cet exposé qui était, très intéressant et pour remercier évidemment aussi, monsieur Alouche, pour tout ce qui a été, exposé ce soir. C'était intéressant d'avoir ce point de vue, de recherche qu'on n'a pas forcément, dans les grands médias et qui est assez, méconnu. Donc un grand merci pour tout ça.